Chers amis téléspectateurs, nous avons aujourd'hui l'honneur d'être accueillis par le nouvel entraîneur de RC Larba, M. Darko Daniel Janakovic. Monsieur Daniel, bonjour et merci pour l'accueil. Bonjour. Nous avons l'honneur d'être accueillis par vous-même. Monsieur Daniel, avant d'être entraîneur, vous avez eu une carrière en tant que joueur. Pouvez-vous nous parler un peu de votre carrière en tant que joueur? Oui, bien sûr, comme pas mal d'entraîneurs quand même. Il y a eu une carrière de footballeur qui est un peu courte quand même, arrêtée par un accident de voiture, ce qui peut arriver aussi. Mais c'est vrai que j'ai joué un petit peu en France, en Serbie, mon pays d'origine, et surtout au Portugal. Vous avez parlé de l'accident, c'était en 92, c'était la cause de l'arrêt de votre carrière. Pouvez-vous nous parler un peu de cet accident? Très peu, parce que j'ai pas trop envie de parler de cette année-là, mais c'est vrai que je m'apprêtais à peut-être à faire une bonne petite carrière en Portugal, parce que vous savez, à l'époque il y avait beaucoup de Brésiliens là-bas et c'est vrai que le niveau était excellent. Bon, le sort a décidé autrement, mais bien sûr je crois qu'il y a un retour sur les choses qui sont passées. Puis j'ai gardé toujours le football dans mon cœur et j'ai fait l'école de l'entraîneur et je pense que quelque part je vais rattraper ce que j'ai perdu dans le passé. Justement, après votre carrière de joueur, vous avez passé à l'autre bout du terrain. C'était avec les U19 du FK Partizan. Comment s'est passé ce changement d'un joueur à l'entraîneur? C'est une très bonne question. Tout d'abord, quand on commence à être entraîneur, on est toujours joueur au début et on essaie de s'habituer justement à pas trop toucher le ballon et puis plus de s'occuper des joueurs qui sont en effet devant vous, parce qu'on a toujours l'amour du ballon, on essaie de shooter dans le but, etc. Mais après vite on se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire de donner un savoir aux jeunes. Et j'ai eu de la chance dès la première année d'être champion de ce pays-là en gagnant aussi la coupe, donc c'était vraiment encourageant dès le début pour moi de savoir qu'il y avait peut-être une carrière professionnelle qui pouvait se ouvrir à moi. Vous avez entraîné beaucoup de clubs. Quel club a marqué votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Alors là, je suis obligé de le dire, je ne veux pas le cacher, c'est Shakhtar de Constantine, le CSC. C'était par rapport à votre parcours, par rapport au public du CSC, qui est connu en Algérie, c'est l'un des publics les plus chauds. La totalité de ce que vous avez dit, je peux vous dire que c'est vrai, il y a quelque chose de magique là-bas. Les supporters sont quand même assez connaisseurs, m'ont parlé des autres entraîneurs qui sont passés avant, voire ceux qui sont passés après, puisque j'ai toujours contact un petit peu avec eux, et j'ai trouvé que effectivement ils me donnaient beaucoup de crédit pour quand même pas trop une longue période que je suis resté là-bas, à peine 6 mois, mais j'ai vu des gens heureux. J'ai vu des supporters contents, heureux, chantant dans le stade et après le match restant longtemps avec une fusion avec les joueurs et moi-même. Et ça, on ne le retrouve pas dans tous les clubs, croyez-moi. Vous pouvez des fois, dans toute une carrière, ne pas retrouver ça. Il y a eu des victoires, il y a eu du beau jeu, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qu'en fait, ces jours-là, on jouait pratiquement sans être payé, comme moi-même. Donc c'était encore plus dur que la normale. Et on a réussi vraiment quelque chose d'extraordinaire cette année-là. Puisque vous avez parlé du CSC, maintenant vous êtes le nouvel entraîneur du RC Arba. Comment se sont faits les contacts? On sait que votre manager, M. Riyad Toufir, était derrière ça. Comment s'est déroulé le contact? Voilà, mon agent a tout simplement envoyé quelques CV. C'est vrai que je lui ai demandé, moi, de revenir en Algérie, parce que c'est vrai que quand on a... Je pense que tous les entraîneurs sont pareils. Quand on a un pays où on a réussi, on aimerait bien revenir. Après l'Algérie, je vais le rappeler juste brièvement, je suis parti en Indonésie car il y a un très grand club qui m'a appelé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ensuite, je suis revenu. J'ai eu la naissance de mon fils et bon, par la suite, j'ai eu un club de Bahreïn qui est aussi très très connu, Rifa Club. Et après ça, donc, je suis reparti en Indonésie car suite aux bons résultats au Bahreïn, vous voyez, c'est l'Asie, c'est Moyen-Orient, Asie, c'est très proche en fait. Ils se connaissent bien et ils suivent des résultats. Mais encore une fois, pour des raisons familiales, je vais vous dire la vérité, c'est trop loin de voyager 20 heures pour aller voir mon fils 2 fois par an. Donc j'ai décidé de me rapprocher plus. On est à 2 heures d'avion de Paris, c'est très rapide et je pourrais aller pratiquement 1 fois par mois. Quelle est la chose qui vous a motivé à signer au RC Arba? Alors c'est encore une bonne question parce que c'est vrai que l'année dernière, j'ai entendu dire que c'est vraiment l'équipe qui a pratiqué le meilleur football en Algérie.
À moins que je me trompe, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Et le public est aussi très important, très chaud. Ils aiment leur équipe, ils les supportent vraiment à fond. Et quelque chose qui me rappelle un peu le CC, donc je me suis dit, pourquoi pas, même si les conditions n'ont pas été à mon arrivée très bonnes, j'espère que ça s'améliore un petit peu après une petite semaine passée ici. Surtout au niveau mental, au niveau ambiance dans les vestiaires et sur le terrain. Même si on a eu un petit problème tout au début, le premier entraînement, là ça s'est un peu arrangé et on essaie vraiment de bien se préparer pour le prochain match. Vous avez parlé du problème du vestiaire. On sait que la raison principale qui a poussé M. Mekhazni, l'ex-entraîneur de l'Arba, à quitter ce club, c'est le problème au vestiaire. Comment vous allez gérer ça? Je le gère déjà. Je le gère déjà. Dès le premier jour, je vous ai dit on a eu un problème. Il y a un joueur qui a eu un problème avec les dirigeants en refusant tout au début de tout simplement faire partie, on va dire, du deuxième groupe de joueurs qui avaient sur le terrain. C'était un exercice tout simple, c'était même pas une opposition. Je l'ai appelé toutes 3-4 fois, il n'a pas voulu venir et rester sur le côté. Puis par la suite, il y a eu ce qu'il y a eu, je ne vais pas développer, mais bon, moi je ne peux pas régler tous les problèmes du club. Je vais essayer de régler le principal, c'est le terrain, c'est les résultats, c'est le côté technique. Côté technique, aussi psychologique. Parce que c'est encore plus important, parce qu'il y a quand même de bons joueurs dans cette équipe, tout le monde le sait, mais s'ils ne sont pas bien dans leur tête, s'ils ne sont pas bien dirigés, s'ils ne sont pas bien menés, s'ils ne sont pas bien coachés, c'est difficile. Si chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, on dit l'Arba a une bonne équipe, je dirais l'Arba a de bons joueurs. L'équipe pas encore, parce qu'ils sont capables de battre l'USMA d'Alger et le match d'après, ils sont capables de perdre contre le dernier, qui est le Belabès, je pense, à cette époque-là, oui. En produisant un match médiocre. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas au point, qu'il faut vraiment mettre une continuité dans ce travail et essayer de progresser de semaine en semaine. Donc votre objectif, vous avez de bons joueurs, votre prochain objectif c'est d'avoir une bonne équipe. Exactement. J'ai de bons joueurs, ils ont un certain niveau. Pour l'Algérie, c'est excellent. Je pense que c'est un des clubs les plus qui peut créer une grande surprise, peut-être. Mais il ne faut pas se précipiter parce que c'est un travail qui est vraiment long à produire, surtout la sécurité et la durée. Parce que comme je vous ai dit, c'est tout à fait possible qu'on fasse encore 2-3 bons résultats et qu'on retombe dans le trou, dans le sens que voilà, les joueurs ne produisent pas les mêmes efforts ou les mêmes qualités qu'avant. Justement, quelles sont les modalités de votre contrat? J'ai signé un contrat de 1 an plus 1 an, ce qui veut dire 7 années sportives, plus une autre année en option, à voir avec le président, si on trouve un terrain d'entente financière, etc. Et je pense que ça dépend beaucoup de cette année aussi. C'est un contrat par objectif? Pas pour la première année, mais pour la seconde, effectivement, si l'année n'a pas été réussie de ma part, je pense qu'il n'est pas nécessaire pour moi de prolonger, ni pour le président. S'il y a un désir que je reste à ce moment-là, on fera vraiment une réunion et on essaiera de trouver une solution. La saison dernière, le RCA a réalisé un excellent parcours. Comme vous l'avez dit déjà, elle pratiquait l'un des plus beaux footballs sur le territoire national. Mais cette année, elle a du mal à enchaîner. Elle occupe la 2e place avec 7 points au compteur. Elle enchaîne entre le bon et le moins bon. Comment vous allez gérer tout ça? Je vais vous expliquer, c'est très simple. L'année dernière, ils ont fini 7e et ils étaient plus proches de la 5e place, je crois, et ils se sont un petit peu écroulés vers la fin. Cette année, ils sont 12e avec 7 points en marquant seulement 3 buts en 6 rencontres. Ça veut tout dire, ça veut dire qu'il y a un petit problème d'efficacité, de confiance, il y a un peu de tout. Donc vraiment, il faut remettre l'équipe sur les rails, essayer de se baser sur quelque chose de solide, quelque chose qui tient la route. Une équipe qui voyage bien, c'est une bonne équipe, n'est-ce pas? Qui ne se fait pas forcément malmener à l'extérieur. Et à la maison, bien sûr, on sait tous qu'il faut gagner et avec de la manière des fois. Les supporters sont très exigeants et je le sais très bien. Donc, vous avez effectué votre retour en Algérie. Vous avez travaillé au CSC, comme vous avez déjà parlé, le MOC et l'entente de Sétif. Quel souvenir gardez-vous de l'entente et du MOC aussi?
Qu'est-ce que vous avez? C'est très simple. À l'entente de cette équipe, je ne suis pas resté très longtemps. J'ai fait juste un petit peu la préparation vu que M. Simondi est revenu sur sa première décision de quitter le club. Il est revenu avec un avocat qui a prouvé par A plus B qu'en fait il devait continuer encore une année car il a remporté avec l'équipe la Coupe arabe. Donc le président de l'époque, M. Serra, m'a dit que je ne pouvais pas continuer à moins que M. Simondi voulait travailler avec moi, ce qu'il n'a pas voulu faire. Je peux lui remercier. Aujourd'hui, à l'époque j'étais très fâché, mais aujourd'hui je peux lui remercier parce qu'il m'a permis, M. Simondi, d'aller dans un formidable club, le CSC, faire ce que j'ai fait, gagner le derby contre le MOC qui était très très important la nuit, un des plus beaux derbys qu'il y a eu nocturne. Ensuite, on revient en MOC, donc je ne voulais absolument pas y aller. Mais il y a eu un problème financier que vous savez, que je n'ai pas été payé 5 mois sur 6. L'argent me manquait, MOC a assisté lourdement, d'autres équipes se faisaient un peu attendre. Je ne pouvais pas attendre, je suis venu avec une ferme intention de prouver à ce monsieur monsieur Mourad Mazar qui m'a licencié, de lui prouver qu'il avait tort et de le battre au derby retour, car j'ai déjà gagné avec le CSC, je veux dire le premier derby, donc je voulais gagner avec le MOC le deuxième, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, il n'y a pas pu avoir de montée car vraiment il y a eu beaucoup de retard. Encore une fois, ils ont voulu finir dans les 3 premiers alors que je les ai eu la 13e place avec beaucoup de points de retard, je me souviens. On a fait des belles séries avec 8 matchs, 7 victoires, mais à la fin ça n'a pas suffi parce que aussi la qualité de l'effectif n'était même pas comparable avec celui d'Arba aujourd'hui. Aujourd'hui, le MOC malheureusement joue en D3 en amateur. Quel message faites-vous aux supporters du MOC, aux dirigeants du MOC et aux gens que vous connaissez à Constantine? Je en connais pas mal, donc je vais être très clair. CSC sans le MOC, Constantine sans le MOC n'est pas vraiment heureuse. Parce que je me souviens de ces derbys, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que vous pouvez voir à Alger aussi, n'est-ce pas? Il y a plusieurs derbys ici, mais franchement là-bas c'est quelque chose, c'est un événement annuel ou tous les 6 mois. Et je souhaite en MOC de monter en première division, qu'ils mettent le temps qu'il faut, qu'ils se mettent à l'abri financièrement, qu'il n'y a pas de trou dans la caisse ou quoi que ce soit, je veux dire au niveau sponsoring, etc., qu'ils puissent quand même monter dans cette seconde division. Je veux dire la Ligue 2 professionnelle, et encore une fois mettre le temps qu'il faut, mais monter en première division, car le CSC et le MOC font partie d'une ville qui s'appelle Constantine. C'est vrai que le CSC a beaucoup plus de supporters, mais je vais vous donner un petit exemple. Quand je suis arrivé au MOC, au début, on avait 5-6 000 spectateurs. Mon dernier match que j'ai fait contre Belabès, une victoire, je veux dire à Constantine, il y avait 35 à 37 000 spectateurs. C'est quand même une grande différence. Je pense qu'un jour, si le MOC se met à bien jouer, si le MOC commence à peut-être gagner des belles victoires, voire un titre, il y aura le stade plein aussi pour le MOC comme pour le CSC. Je suis certain. Revenons au LC Larbin. Est-ce que dans votre tête, vous avez un projet à long terme avec ce club? Ça, on ne peut pas. On ne peut pas parce que le contrat le dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est 1 an de contrat. Et si on calcule bien jusqu'au mai, il y a 8 mois. Donc moi j'ai 8 mois, comme je vous ai dit, pour remettre ce club dans les bons rails et essayer de faire mieux que l'année dernière. C'est toujours le but. Minimum pareil, je veux dire à peu près 7e place, mais si on faisait 5e, ça serait vraiment une grande réussite parce qu'en Algérie, vous avez quand même des clubs et vous pouvez calculer 5-6 clubs qui sont hiérarchiquement, financièrement et tout ce que vous voulez, mieux que RCA Arba. Donc si on arrive à faire ça, ça serait une grande réussite. Monsieur Darko, quel regard faites-vous sur l'ensemble du championnat algérien? Alors écoutez, j'arrive de l'Asie. Il y a un certain niveau là-bas, mais tout de suite j'ai remarqué que le niveau est plus important ici et ça le prouve largement avec la Coupe du Monde que vous avez fait pour l'équipe nationale. Ce qu'il a fait, on en est tous conscients que c'est pas facile, que de rééditer cet exploit, on verra bien si c'est possible, mais moi j'espère que oui. Maintenant pour la CAF, parce que je pense que vous allez me demander pour l'équipe nationale, vous avez vu 4 matchs, 4 victoires, vous êtes dans les 20 premiers mondiaux. Qu'est-ce que je vous dis? Il y a une progression extraordinaire du football algérien parce que quand j'étais en 2008, vous n'étiez pas dans les 20 premiers, certainement pas, peut-être dans les 50 premiers. Donc il y a un énorme progrès à ce niveau-là. Et au niveau du championnat local? Il y a quand même des joueurs qui ont joué là et après ils sont partis ailleurs, ça veut dire qu'ils sont bons. Slimani, Belkalan.
il y a Djabou, il y a presque tout le monde. Donc moi ce que je pense, c'est qu'il y a ce qu'il faut en Algérie. Peut-être avec l'arrivée des étrangers, des entraîneurs étrangers comme moi et d'autres, on bénéficie à les bonifier, à leur donner une certaine discipline que le footballeur algérien ne comprend pas ou ne veut pas toujours faire. Mais regardez les Algériens qui jouent à l'extérieur, on va dire en France par exemple, et quand ils reviennent, j'allais dire au bled, en Algérie, forcément ils sont plus disciplinés, plus efficaces et ils sont vraiment très agréables à entraîner. Donc moi je passe un message à tout le monde d'essayer de copier plutôt ces joueurs-là qui viennent de l'Europe, on va dire, pour pas dire la France, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup en France, parce que le progrès sera beaucoup plus important et beaucoup plus rapide. Oui, exactement. Donc, on ne peut pas parler du championnat sans parler de l'exploit de l'Entente de Sétif qui s'est qualifié en finale de la Ligue des Champions. Oui. Vous êtes un ancien de l'Entente. Exact. Comment vous expliquez cette réussite? Je vous ai expliqué, écoutez, l'Algérie est actuellement la nation numéro 1 en Afrique. Qu'on le veuille ou non, Cameroun est en dessous, Côte d'Ivoire est en dessous, Nigeria, etc. Si ça, c'est pas une explication valable, Entente de Sétif est spécialiste des coupes, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il y a un savoir-faire de ce côté-là, du côté de Sétif, et vraiment, je souhaite qu'il les gagne. On a eu une énorme progression, surtout du côté depuis 2004-2005. Ils arrivent à enchaîner des titres du championnat, la Coupe d'Algérie. Ils ont gagné la Coupe arabe. Maintenant, ils étaient finalistes de la Coupe de la CAF il y a quelques années. Maintenant, ils sont finalistes. Finale, ils vont peut-être être vainqueurs. Inch'Allah, on leur souhaite ça. Eh bien oui, moi je vois ça comme vous, je vois qu'ils progressent, qu'ils ont des titres, ils ont une certaine politique du club, ils ont des supporters, hein, d'accord? Même à Alger, il y a des supporters de l'Entente. Non, il n'y a pas de secret, il y a un travail, il y a une façon d'aborder les matchs, il y a la direction. Bon, je connais M. Amar, le nouveau président, qui était le vice-président de l'époque. Donc je lui passe un petit bonjour et je lui dis bonne chance pour la finale et je souhaite simplement qu'il ramène la coupe, c'est tout. Ouais. Maintenant on va un peu détailler sur l'équipe nationale. On a vu 4 matchs, 4 victoires, des buts, un beau jeu. Exact. L'équipe nationale a grandi. Sur le continent africain, elle est classée 20e mondiale, première nation africaine. Ouais. Quel regard faites-vous sur notre équipe nationale en tant qu'étranger? Eh bien écoutez, vous me croirez ou pas, je pense que vous croirez très facilement parce que j'ai tellement d'amis en Algérie et à Constantine en particulier que tous les matchs je les ai suivis comme un Algérien. C'est-à-dire j'avais un téléphone d'à côté, vous avez le Facebook, vous avez plein de... Dès qu'il y a un but, bon c'est l'alerte. Ah oui, c'est l'explosion. Oui. Donc non, c'est vrai, moi j'aurais voulu qu'ils battent l'Allemagne. Alors là, je vous raconte pas ce qui se passerait en Algérie à ce moment-là. Mais bon, et j'aurais bien voulu être là plutôt que là-bas, vous voyez, pour l'ambiance. Mais bon, oui. J'ai suivi ça, j'ai regardé tous les matchs. Hein. J'ai dû rater un, mais je ne me rappelle pas lequel, ça devait être Costa Rica quelque chose. Mais j'ai regardé tous les matchs, spécialement l'Algérie. J'avais dans mon cœur aussi un peu la Colombie parce que je connais ce pays, j'ai failli entraîner un club là-bas qui s'appelait Santa Fe. La France, bien sûr, on ne peut pas l'exclure. Et puis j'aimais bien aussi l'Argentine un petit peu. Bon, mon fils, il a le deuxième prénom Léo, donc voilà. C'est par rapport à Messi, certainement. Par rapport à Monsieur Léo Messi. Voilà. Donc l'Algérie a officialisé son ticket à la CAN. Est-ce que vous pensez que l'équipe nationale est la favorite de cette CAN? Oui, sans hésitation, oui. Vous avez un très bon, je veux dire, Ali Lodzik, il a sa façon de travailler, son style, sa manière. Peut-être qu'il était un peu maladroit avec les journalistes, peut-être que c'est pas son truc de toute façon, et voilà. Il a dû sortir beaucoup de choses parce que j'ai entendu que vraiment ça allait pas du tout. Monsieur Gourcuff, il est plutôt calme, patient, tacticien. Je crois qu'il parle pas beaucoup à la presse, mais quand il dit quelque chose, bon, c'est toujours des choses très, très utiles à entendre. Justement, en tant que Français, qu'est-ce que vous pensez de Christian Gourcuff? Comment on le voit en France? En France, on le voit comme un entraîneur de longue durée. Vous voyez, quand il est resté, je ne sais pas combien d'années, mais je pense que c'est plus de 9 ou 10 ans. À Lorient. Voilà, vous voyez. Donc s'il restait aussi longtemps, il a produit beaucoup de joueurs quand même.
hein, des jeunes talents. Ça me rappelle un peu Arsène Wenger dans l'autre championnat où il prend des jeunes de qualité et il les bonifie et ils deviennent des internationaux. Saifi, il est passé là-bas, n'est-ce pas? Oui, Mansouri, qui est avec lui dans le staff maintenant. Voilà, et je parle de Saifi parce que je le connais et on sait ce qu'il est devenu après et quel joueur est devenu. Donc vous voyez, non, que du positif, 100%. Et je pense que c'est l'entraîneur qu'il fallait, malgré que certains disent qu'Alidou aurait dû rester, parce que lui-même, il ne voulait plus rester, il voulait un autre challenge. Et on ne peut pas pousser un entraîneur à faire quelque chose qu'il ne désire pas ou qu'il ne peut plus faire. Vous avez parlé d'Arsène Wenger, vous avez fait des cours avec lui pendant un mois. Racontez-nous cette expérience. Alors, je rappelle, j'étais effectivement à Arsenal 2 fois un mois. J'étais au Real de Madrid une quinzaine de jours, j'étais à la Real Sociedad, mais c'est vrai que c'est à Arsenal où j'étais le plus impressionné, parce qu'en fait Arsène Wenger c'est un formateur mais un compétiteur, ce qui est très rare. Hein. Je pourrais me classer dans cette catégorie parce que je sors toujours un petit international qui n'a jamais été, que ce soit A ou 21, 23. C'est très très étonnant. Là, dernièrement, Arsenal a commencé à acheter des joueurs un peu plus chers, comme Ozil, comme Sanchez, qui coûtent des cinquantaines de millions. Exactement. Mais avant, ce n'était pas le cas. C'était moins de 10 millions toujours. Et après, il les vendait 30 ou 40 millions. La preuve, Fabregas, Nasri, etc. Pour nommer que à eux deux, ils font déjà 80 millions d'euros. Monsieur Darko, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? J'ai à rajouter que je suis agréablement surpris par un petit peu tous ces gens qui eux-mêmes sont très satisfaits de me voir revenir et ça me fait tellement de bon au cœur, ça me donne encore plus de courage de continuer et d'essayer de faire quelque chose avec cette équipe qui n'est pas facile. Attention, il y a des caractères dans cette équipe, mais je leur ai expliqué les règles du jeu, qu'il y avait un patron, c'était lui qui décidait, que je vais les aider tous, je ne suis pas leur ennemi, j'ai répété ça 10 fois, chaque joueur je veux l'aider à progresser, mais qui a comment se place sur le terrain et je ne peux pas en mettre 25 et je suis obligé de faire des choix, donc à partir de là, pour le match prochain, on peut voir, mais c'est vrai que je veux dire à mes joueurs que sincèrement, de tout le cœur, je ferai tout pour les aider et pour aider le club à figurer le mieux dans le championnat algérien. Votre message aux supporters du RC Larba? La même chose, aidez-nous à gagner. N'essayez pas de frustrer excusez-moi, les joueurs car ils sont un peu fragiles. Il y a eu des changements d'entraîneur, il y a eu des problèmes dans le club. Ces joueurs-là sont simplement des hommes. Ils ont des fois des faiblesses. Aidez-les, encouragez-les. Vous savez, même Manchester United, Bayern de Munich, Real Madrid ne gagnent pas tous les matchs. Alors pourquoi l'Arba gagnerait tous les matchs? Je veux dire, voilà. Donc essayez simplement de comprendre ça et je vous garantis que bon, avec un travail de qualité que j'espère je fais et avec un coaching, j'espère que ces joueurs-là, je vais essayer de les libérer, de les mettre en confiance afin qu'ils fassent un très bon championnat. Un mot aussi pour nos téléspectateurs de Stade News. Alors je suis très surpris de voir une nouvelle chaîne aussi dynamique de quelqu'un que je connais bien, un certain entraîneur ex de la JSK, mais je l'ai appris qu'aujourd'hui et je lui souhaite à lui un très bon parcours avec son club de NED. Monsieur Darko, on vous remercie infiniment pour votre accueil, pour votre bon accueil. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. À bientôt. Chers amis téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. À la prochaine.